mardi, lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux. Le président du CNRA annonce la création imminente d'un cadre juridique dans la région ouest-africaine. On vous explique tout dans un instant. Célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Thème retenu cette année, le droit de savoir, construire en mieux avec le droit d'accès à l'information. Et vous, êtes-vous bien informé? Reportage édifiant à suivre. Arrêt du service à la mairie de Ourossogui. La polémique est vive entre partisans du maire et jeunes de la localité. Ces derniers dénoncent la cessation de service des collecteurs de la taxe quotidienne. Plus de détails dans cette édition. Et puis sur l'international en Guinée, la junte a dévoilé les points saillants de la charte de la transition sans donner la durée de la période de transition. Faut-il s'en inquiéter? Décryptage dans cette édition. La création d'un cadre juridique ouest-africain afin de combattre les dérives sur les réseaux sociaux est imminente, une stratégie qui demeure l'une des solutions pour stopper la propagation des fausses nouvelles ou de discours haineux, selon le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Babacar Diagne a fait cette annonce 24 heures seulement après l'appel du Khalife général des Mourides, Marcel Farba Maroun et Pape Sangoné Mbaye. Séparation dans les couples, entre amis et même entre politiques, la faute à une utilisation négative des réseaux sociaux, telle est la tendance notée ces derniers temps au Sénégal. Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en a ainsi appelé à beaucoup plus de responsabilités hier à l'occasion de la cérémonie officielle du Magal de Touba, édition 2021. La sortie du Khalife général des Mourides, c'est tout à fait normal. Bon, parce qu'on voit ici, on constate ici au Sénégal, ces dernières années, il y a beaucoup de dérives dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on a un problème problème d'éducation en général. Tout ce qui se détruit dans ce pays nous concerne tous. Donc nous devons revoir nos comportements. On souhaite longue vie au Khalife général des Mourides. L'appel du Khalife est extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi. Le travail de sensibilisation est extrêmement important. Internet, tous ces hébergeurs, etc., sont des facilitateurs. Mais la source, c'est nous. C'est pourquoi l'appel du Khalife est important. La source, c'est nous. C'est nous qui montrons la putréfaction de nos valeurs. Vous pouvez être dans votre maison, filmer vos légumes, les vendre à l'étranger, mais vous pouvez aussi vous déshabiller et envoyer des copains. Avec plus de 4 millions d'utilisateurs actifs et près de 8 millions d'outils recensés, le Sénégal est considéré comme l'un des pays les plus avancés, si ce n'est le plus avancé, en termes de pénétration d'Internet dans la sous-région ouest-africaine. Cependant, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel rappelle que le combat doit être généralisé dans cette partie du continent, à l'image d'autres pays. Nous nous sommes réunis, nous, en tant que régulateurs, à Abidjan récemment. Nous avons élaboré une ébauche d'un cadre juridique pour combattre les fake news, donc la désinformation, pour combattre les propagandes contre les groupes religieux, contre les ethnies, les tribus, tout ce qui est démarche de haine. Nous avons élaboré un cadre juridique que nous allons parfaire dans les jours à venir et ensuite finir dans quelques jours au Burkina Faso. Le CNRA est chargé de faire respecter, entre autres, les règles de pluralisme, d'éthique, de déontologie, les lois et règlements en vigueur, ainsi que les cahiers de charges et les conventions régissant l'audiovisuel au Sénégal. Et en prélude aux élections locales, le CNRA s'apprête à couper le micro aux journalistes candidats, une mesure qui sera prise au nom de l'équité dans les temps de parole des candidats. Voici à ce propos le président Babacar Diagne. Les candidats aux élections locales ont en même temps des émissions ou animent des rubriques dans des émissions. Mais leur parole n'est plus neutre. On l'a vu en France. Zemmour a arrêté de faire des émissions. On l'a arrêté. Parce que votre parole n'est pas neutre. Vous êtes candidat. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas couverts pendant les locales. Si. En tant que candidat, ils seront dans les régions, dans leur ville, ils seront couverts sûrement par les médias. Mais ils ne pourront plus, tous ces candidats aux élections locales, ils ne pourront plus animer des émissions, animer des rubriques
pendant les temps à venir. Nous allons fixer avec le collège du Sénégal qui va se réunir à partir de quel moment ils seront intrants d'antenne. Parce que nous ne pouvons pas accepter ce déséquilibre-là dans la compétition électorale. Et vous, êtes-vous bien informé? La question se pose à l'occasion de la Journée internationale de l'accès universel à l'information qui est célébrée ce 28 septembre. Thème de cette année, le droit de savoir, construire en mieux avec le droit d'accès à l'information. Le Sénégal reste par ailleurs l'un des rares pays de la sous-région à ne pas encore adopter cette loi portant sur l'accès à l'information. Un combat qui mobilise les organisations de la société civile, la presse, bien évidemment, pour faire respecter cette loi qui figure pourtant dans la Constitution. Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy pour plus de détails. L'accès à l'information est un besoin vital. Et pourtant, au Sénégal, cette loi devant permettre aux citoyens d'obtenir des informations relatives à la gestion des affaires publiques tarde à être adoptée. Il faut dire que c'est quand même un très long combat que la société civile est en train de mener depuis des années. Avec d'abord le Forum civil, il y a plus de 10 ans, disons 15 ans cela. La loi sur l'accès à l'information n'évolue pas. On n'a pas avancé depuis plus de 4 ans, 5 ans. On court derrière l'adoption de cette loi. Et pourtant, toutes les conditions sont réunies pour y aller. Les organisations de la société civile et de la presse mènent le combat depuis plusieurs années. L'adoption de cette loi permettra au Sénégal de se conformer également à sa constitution. Il y a quand même, disons, des conséquences, je pense, sur les notations du Sénégal en matière d'état de droit. Aujourd'hui, qui connaît le budget de l'Assemblée nationale? Personne. Et personne ne peut le réclamer. Dans certaines collectivités territoriales, vous allez demander le budget, on ne vous donne pas, il n'y a aucune sanction. Mais surtout, le plus grand problème, c'est pour le citoyen. C'est pour les organisations qui travaillent sur des questions de transparence. La presse est un baromètre de la démocratie dans un pays. Et pour les citoyens, l'accès à l'information est un droit fondamental aussi. Dans le processus, les médias n'ont pas été intégrés comme il le faut. Juste qu'ils ont été conviés à participer à la réflexion globale. Or, pour nous, c'est un outil de travail. Il faut une volonté politique. Pour l'instant, c'est ce que l'on manque. On semble faire face à une frilosité parce que tout simplement, l'information, c'est le pouvoir. Quand vous allez dans des pays comme le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils ont déjà dépassé ça. Ils ont adopté cette loi. Au Sénégal, rien ne justifie cette lenteur, rien ne justifie ce retard. Nous avons pris sur nous d'organiser très bientôt, je pense dans le cadre des assises des médias du mois d'octobre, une session spécialement dédiée à ça, avec l'éclairage de juristes qui nous permettront de savoir est-ce que la mouture actuelle va dans le sens de nos intérêts en tant que journalistes. Le droit à l'accès à l'information est un droit consacré par la Constitution sénégalaise. L'absence de cette réglementation peut contribuer à diminuer la prise de conscience des questions liées à la gestion de la cité, d'où le combat de tous les acteurs engagés. Merci Ibou. Le gouvernement du Sénégal a encore annoncé le renflement de l'épave du bateau le Joola, annonce faite par le ministre des Forces armées à Ziguinchor. Le renflement de l'épave du bateau, un défi technique, mais l'idée enchante le collectif des familles des victimes. Mamadou Fall et Diafaraba. Septembre 2001, le monde s'effondre sur les familles des victimes du bateau le Joola. Le navire qui assure la desserte Dakar-Ziguinchor a chaviré emportant avec lui presque 2000 personnes. La plus grande catastrophe maritime. Beaucoup d'encre ont coulé et moult tentatives pour le renflouement du bateau. 19 ans après, l'État du Sénégal l'annonce enfin. Un renflouement qui constitue bien un très grand symbole. Renflouer le bateau, c'est permettre aux familles de faire le deuil. Faire le deuil après 20 ans, 19 ans. Vraiment, parce qu'on ne se rend pas compte, mais pour nous, c'est comme le Joola a chaviré hier. Le temps ne compte pas chez nous, parce que la notion de temps, on l'a perdue en tant que famille de victimes. C'est pour cela, sortir le bateau, renflouer, nous permettra enfin de faire le deuil. Parce que nous, en tant que famille, nous ne connaissons pas de cimetière marin. Nous avons rassuré l'autorité en disant qu'il s'agit de faire une tombe commune. Il n'y aura pas de test d'ADN, nous voulons être clairs là-dessus pour rassurer tout le monde, rassurer l'État aussi,
mais c'est une question de dignité humaine. Cependant, l'État doit le matérialiser, quel qu'en soit le prix. Nous avons vu des cas de figure où on est resté pratiquement 50 ans pour faire un renflouement. Je rappelle ici que le bateau J à 27 mètres, c'est rien du tout par rapport aux spécialistes. Donc peut-être ensablé, ces questions-là techniquement peuvent se faire. Nous avons eu la chance de rencontrer des experts hollandais à l'époque à travers la Commission européenne. Et pour ce qui concerne la phase technique, les familles des victimes du Diola s'impatientent de voir leur mort honorée. Pour elles, seul le renflouement du bateau, l'inauguration du mémorial prévu en 2022 à Ziguinchor, pourrait les apaiser. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, blocage ou arrêt des services à la municipalité de Ourossogui. La situation suscite une vive polémique dans la ville, carrefour de Matam. Des conseils municipaux et des organisations de jeunes de la localité multiplient des sorties pour dénoncer la cessation de service des collecteurs de la taxe quotidienne et surtout la fermeture de l'état civil. On voit tout cela avec Ali Bandegnan et la Julie. C'est une situation au cœur d'une vive polémique dans la ville de Ourossogui. Depuis près d'une semaine, les collecteurs de la taxe municipale sont en arrêt de travail. Un fait inédit selon certains conseillers municipaux qui multiplient des sorties pour tirer la sonnette d'alarme. Ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est la fermeture de l'état civil. Les services de nettoiement sont à l'arrêt. Le collecte de recettes de la mobilisation des ressources ordinaires également ont été freinés. Tout est à l'arrêt dans la commune de Ourossogui. Que s'est-il réellement passé? On est inquiet et on se demande aujourd'hui, est-ce que réellement nous avons une commune à Ourossogui? Les populations que nous sommes, nous avons besoin d'être informés. Et c'est un droit le plus absolu que nous réclamons. Mieux, les parents d'élèves ont besoin des pièces d'état civil pour leurs enfants à cette veille d'ouverture des classes. C'est inédit à Ourossogui, une commune où le maire est toujours abonné aux absents. Et malheureusement même, pour aller mieux, le maire n'a même pas de bureau dans la commune de Ourossogui. C'est très grave. Et nous avons constaté également la disparition mystérieuse de notre secrétaire municipal. Depuis 1 an, pratiquement, on ne le voit plus. Nous, population de Ourossogui, sollicitons auprès de l'autorité administrative la reprise immédiate des activités de la municipalité. Du côté de l'administration locale, nos tentatives de glaner la moindre information sont restées en tout cas pour le moment toutes vaines. Et selon le directeur de cabinet du maire, ces arguments sont fallacieux. Souleymane Thiam précise qu'il s'agit d'un arrêt momentané du service pour la mise en application du décret présidentiel modifiant le fonctionnement des services municipaux. Le voici avec Ali Bandeliang. Dans le nouvel organigramme type des collectivités territoriales, il n'existe plus de surveillant comptable. Il n'existe plus de régisseur de recettes. Maintenant, il y a un bureau administratif et financier. Il y a un bureau de recettes. Du coup, forcément, il y aura des changements dans le fonctionnement des collecteurs, dans le fonctionnement des versements de recettes, dans le fonctionnement également de la gestion purement financière. C'est pour cela, vu que le nouvel organigramme change complètement les paramètres, change complètement le travail du surveillant comptable, il est nécessaire de remettre les choses à niveau, de réaménager pour quand même respecter le nouvel organigramme fixé par le décret du 17 février 2020. C'est dans ce cadre-là, vu que le poste de surveillant comptable sera supprimé, cet réaménagement concerne non seulement tous les collecteurs, concerne également le surveillant comptable. C'est ce réaménagement qui induit bien sûr que les collecteurs soient suspendus tout le temps de mettre en place le nouvel organigramme. Alors maintenant, dans le nord, précisément à Diama, qui a été choisi pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage. Un choix qui n'est pas fortuit puisqu'une trentaine de morsures de chiens est enregistrée dans cette zone, raison pour laquelle l'association One Health de l'UGB a initié une campagne de sensibilisation et de vaccination des chiens dans la région saint-louisienne. Marc-Tar Barrault est le chef de service départemental de l'élevage. Il est interrogé par Habib Sek et Ousseynou Diop. Parce que chaque année, on note une trentaine de cas de mortalité, de morsures de chiens enragés au niveau des populations. Donc c'est une maladie extrêmement importante qu'on doit vraiment tenir en considération. Malheureusement, les populations ne sont pas très sensibles par rapport à la rage. Donc c'était l'objectif de cette journée et le thème principal de la journée, c'est sensibiliser pour sauver des vies.
Donc nous sommes venus ici vraiment pour sensibiliser, pour les rappeler la maladie, les mesures à prendre, les préoccupations à tenir en compte, parce que le dernier cas a été noté dans cette zone, pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Le chien, c'est un peu comme la volaille. Ils sont traités en seconde zone, alors qu'ils peuvent amener des dangers extrêmement importants. Donc c'est pour ça qu'on a un peu sensibilisé les gens sur le bien-être des animaux. Lutte contre le paludisme à Louga, la brigade régionale de l'hygiène lance une campagne de délarvation et de saupoudrage. Au total, comme vous le voyez sur ces images, 25 sites ont été pulvérisés. Les détails avec Tiernophal. Ces opérations de désinfection ont été menées par la brigade de l'hygiène de Louga au niveau des quartiers bas où les eaux de ruissellement restent plusieurs jours avant de disparaître. L'objectif est d'éliminer les gîtes larvaires afin de freiner la reproduction des moustiques. Des quartiers qui sont potentiellement touchés comme Santhiaba, Kerseni Louga, Artillerie, Montagne et Touba Seras. Et c'est aujourd'hui, nous sommes là dans ces activités-là pour quand même essayer quand même de faire une désinfection, n'est-ce pas, sur les eaux polluées, mais de faire une délarvation, n'est-ce pas, au niveau de ces gîtes larvaires. Cette lutte entre également dans le cadre de la prévention des maladies causées par les moustiques, mais aussi par les micro-organismes qui peuvent se développer dans ces environnements humides. Quand je parle de moustiques, c'est automatiquement on doit passer au paludisme. Mais par contre, dans les eaux polluées, vous avez vu ça ce matin, les enfants sont en train de jouer dans les eaux polluées. Et ça peut donner des maladies ophtalmologiques, des maladies dermatologiques, et la diarrhée, et peut-être on peut même aller jusqu'à dire la dysenterie et même peut-être la bilharziose. Après l'élimination des gîtes larvaires, les soldats de l'hygiène vont s'attaquer à la lutte aérienne pour atteindre l'anophèle. Parce que vous savez, dans cette lutte-là, il faut d'abord, avant de faire le saupoudrage, la lutte aérienne, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la lutte terrestre. Et cette lutte terrestre, actuellement, nous sommes dans cette lutte-là. Mais à la suite de ces activités-là, on va, n'est-ce pas, procéder à des saupoudrages. Le travail qui a duré des jours a été présidé par le chef de la brigade régionale de l'hygiène de Louga. 3 équipes ont été constituées pour faire le tour des 25 sites qui ont été recensés. Et c'était donc la traque de l'anophèle à Louga. Tout autre chose à présent, le Sénégal sera à l'Expo universelle Dubaï 2020, prévue du 1er au 31 mars. Cette grande rencontre économique verra la présence de 35 millions de visiteurs avec la participation de 192 pays sur un site d'expo de 438 hectares. Le thème retenu: connecter les esprits, construire le futur de cette exposition de grande envergure. Le Sénégal viendra avec un portefeuille de projets avec un contenu purement économique. Fatou Bintou Conté et Diafaraba ont assisté à la rencontre de présentation de la présence du Sénégal à l'Expo Dubaï. Le Sénégal ouvre ses portes au monde à Dubaï en participant à la plus grande exposition du monde, Expo Dubaï 2020, l'une des plus grandes rencontres économiques. Tous les secteurs privés du monde entier vont se retrouver à Dubaï. Au-delà de cela, 80% des chefs d'État du monde entier, pendant les 6 mois, vont se retrouver à Dubaï. Le Sénégal y est très bien représenté. Au centre de l'Expo, le Sénégal a le pavillon le plus proche du centre de l'Expo, un pavillon avec beaucoup de réalité virtuelle, des vidéos promotionnelles qui montrent un peu l'aspect investissement qui se fera au niveau du Sénégal. Cette exposition dure 6 mois et se passe tous les 5 ans, est en effet une première en termes de visiteurs et de pays participants. Le Sénégal va montrer ce qu'il y a de mieux en termes de mobilité, en termes d'opportunités, en termes de durabilité. 30 à 35 millions de visiteurs, 192 pays participants. Sur ces 30 à 35 millions de visiteurs, vous aurez 70% d'étrangers. Donc le monde entier va être à Dubaï. Dubaï sera le centre du monde. La journée du 13 octobre est consacrée au Sénégal où des rencontres B2B se feront avec une présentation des réalisations du pays dans le domaine du développement durable. Lors de cette journée nationale, il y aura beaucoup d'événements, des événements dans beaucoup de secteurs d'activité et surtout le Country Business Briefing. On est un pays, certes, qui est dans une dynamique, un pays qui se situe dans l'ouest de l'Afrique, un pays qui se veut être un hub
économique, un œuvre de trade dans les années à venir et qui commence à l'être par les premières réalisations. Donc ça sera le premier lieu d'introduction de ce que nous appelons aujourd'hui un peu les marqueurs de l'émergence. Avec cette rencontre économique, le Sénégal sera au devant de la scène avec un pavillon de 270 mètres carrés à Dubaï. Merci Fat Bintou. Sur l'international en Guinée, les putschistes montrent la ligne de conduite. Ils ont publié une charte qui devrait déterminer les contours de la transition et les institutions qui la composent. Une équation demeure tout de même. La durée de la période de transition n'a pas encore été définie. Le récit de Aminata Mbaresso. C'est un pas de plus que vient de franchir la junte 3 semaines après le coup d'État militaire en Guinée. Les auteurs du putsch contre Alpha Condé ont publié ce 27 septembre une charte qui détermine le cadre juridique de la transition ainsi que les institutions qui devront l'accompagner. Dans la nouvelle charte, il n'est tout de même pas indiqué la durée de la période de transition. Parmi les décisions phares, on peut citer l'interdiction faite à toutes les personnes ayant participé à la transition de porter une candidature soit à des élections nationales ou locales, une décision qui s'applique même à l'actuel chef de la transition, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Autre point saillant, tous les membres du gouvernement déchu d'Alpha Condé sont interdits de prendre part aux décisions qui seront prises au cours de cette période de transition. Les institutions qui devraient mener à la transition se composent ainsi: un président de la transition en la personne de Mamadi Doumbouya, un gouvernement et un conseil national de transition qui devra faire office de parlement. Un parlement avec 81 membres issus entre autres des organisations syndicales, des membres de la société civile. D'ailleurs, dans les nouveaux textes, le Conseil national de la transition ainsi que des forces vives de la nation devraient fixer la durée de la transition. Un contre-pied à la décision émise par la CEDEAO, l'institution sous-régionale avait proposé à la junte guinéenne une période de 6 mois pour l'organisation d'élections démocratiques. Aminata et le docteur Cheikh Diallo, auteur d'un avant-projet de transition en Guinée, estiment que le CNRD a pris en compte 75% de ses recommandations. Le spécialiste des transitions démocratiques en Afrique relève une cohérence dans la démarche des militaires. Chérif Dia. Il est l'auteur de l'avant-projet d'une charte de transition qui circulait sur les réseaux sociaux depuis le 6 septembre dernier, 24 heures après le coup d'État en Guinée. Aujourd'hui, le docteur Cheikh Diallo se réjouit du fait que le CNRD ait pris en compte ses propositions. Cette charte nationale de transition épousait parfaitement à 70-75% les contours de l'avant-projet que j'avais fait soumettre à la conversation nationale guinéenne 24 heures après le coup d'État en Guinée, c'est-à-dire le 6 septembre. On ne va pas inventer la roue. Sur la forme et dans le fond, le projet, la charte nationale de transition respecte les grandes lignes de l'écriture constitutionnelle, un peu comme l'avant-projet. Le préambule, les dispositions transitoires, les organes de la transition, le Conseil national de transition, le gouvernement de transition, le président de transition. Parce que je décrète comme criminel tout Africain qui se désintéresse des questions politiques de leurs voisins. Les questions guinéennes sont les questions sénégalaises et africaines. Les questions sénégalaises et africaines sont les questions guinéennes. Le directeur de l'école des arts oratoires et spécialiste des transitions démocratiques en Afrique relève des aspects positifs dans cette charte de transition rendue publique par le CNRD. Toutes les propositions que j'ai faites ont été prises en compte. Le fait que les anciens membres du gouvernement Alpha Condé ne soient pas acteurs de premier plan, ni dans l'actuel gouvernement, ni dans le Conseil national de transition qui fait office de parlement. Le fait également que les autorités actuelles du processus de transition ne soient candidats à aucune élection nationale et locale. Donc il est fort heureux de le constater. Et il faut également préciser que moi je suis un transitologue, un spécialiste des transitions démocratiques. C'est le cœur de la cible de ma thèse de doctorat en droit, en sciences politiques.
C'est pour cela que la rapidité m'a permis de sortir ce document en moins de 24 heures. Seule fausse note, le colonel Mamadi Doumbouya est resté évasif sur la durée de la transition et sa participation ou pas aux prochaines élections. Dans l'actualité sportive, pas de championnat d'Afrique d'athlétisme cette année. Mbagnick Ndiaye, qui demeure président de la Confédération africaine d'escrime, et puis Aliou Cissé, qui paraphe un nouveau contrat de 2 ans avec la Fédération sénégalaise de football. Le round-up de l'actualité sportive, c'est avec Cher Salibou Diarra. Football pour démarrer. Aliou Cissé prolonge de 2 ans son contrat comme sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal. L'information donnée par le quotidien sportif du groupe Futur Média, Record, est confirmée par la Fédération sénégalaise de football. L'instance promet de communiquer sur les détails du contrat qui a été signé le 20 septembre dernier, selon Record. Peut-être vendredi prochain. Aliou Cissé sur le banc des Lions depuis mars 2015 va demeurer sélectionneur jusqu'en 2023 si tout se passe bien. Le 1er octobre prochain, il va animer une conférence de presse pour la publication de la liste des Lions convoqués pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Passons à l'escrime. Mbagnick Ndiaye rempile à la tête de la Confédération africaine de la discipline. Le Sénégalais est réélu pour un 4e mandat consécutif à l'issue de l'Assemblée générale de l'instance à Sali. Il a obtenu 21 voix contre 8 pour son challenger, le Ghanéen Mohamed Mahadi. Mbagnick Ndiaye, ancien ministre des Sports du Sénégal, est chargé de continuer le développement de l'escrime en Afrique. De l'athlétisme pour terminer, les 23e championnats d'Afrique changent encore de date. Annulé en 2021 à cause du Covid-19, il devait avoir lieu en 2022 au Cameroun. Mais la Confédération africaine d'athlétisme a finalement pris la décision de délocaliser l'événement à Maurice. Ce pays des îles de l'océan Indien prévoit de l'organiser du 8 au 12 juin 2022 au complexe sportif de Côte d'Or. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec avec Papa Abdoulaïder, pour la suite de Soir d'info qui reçoit ce soir Eliman Khan. Excellente suite des programmes sur TFM.